L'aide médicale à mourir est devenue légale le 17 juin 2016 avec l'adoption du projet de loi C14. Le projet de loi C7, déposé le 17 mars 2021, a élargi les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir, permettant l'accès à ceux dont le décès naturel n'est pas prévisible sous certaines conditions supplémentaires. Cependant, l'inclusion de la maladie mentale comme motif unique de qualification a été repoussée jusqu'au 17 mars 2023. L'exclusion a été prolongée d'1 an par le projet de loi C39 le 9 mars 2023, puis de 3 ans en raison de préoccupations quant à la préparation du système de santé à fournir cette assistance selon les recommandations du comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir. La professeure Emmanuelle Bernheim explore les arguments entourant l'aide médicale à mourir pour les troubles mentaux sévères et persistants. Je suis Emmanuelle Bernheim, professeure titulaire à la section de droit civil de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice. C'est certain que vous avez vu constater que les positions sont très opposées. Je dirais que les personnes qui soutiennent, notamment les associations de médecins par exemple, qui soutiennent vraiment l'ouverture de l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale, vont avoir un argument très fondé sur la discrimination, sur le fait l'interdire l'accès constitue une discrimination en soi, puis que c'est aussi le fait de nier la gravité en fait que peuvent avoir certains troubles de santé mentale, le fait qu'on n'arrive pas nécessairement à aider les personnes, à les faire avoir une vie qui leur semble acceptable, qui leur est agréable, donc et puis ces personnes-là peuvent vivre de la détresse sur des décennies et que ça peut s'apparenter à la gravité, si on veut, que toute autre maladie peut avoir. Donc, de faire cette différence-là en soi constitue une discrimination, autant sur le plan de la maladie elle-même, sa gravité, ce qu'elle représente, mais aussi les droits des personnes concernées. Et le fait de leur nier, en fait, cet accès-là constitue vraiment une atteinte à leurs droits. Donc, les personnes qui appuient l'initiative sont plutôt dans ce genre d'arguments, alors que les arguments contre vont avoir un fondement qui, à certains égards, peut être plus moral, c'est-à-dire que il y a ces idées qu'on pourrait basculer ou retourner dans des patterns qui ressemblent un peu à de l'eugénisme, par exemple, en ciblant des personnes qui seraient vulnérables, par exemple, qu'on pourrait influencer à aller vers l'aide médicale à mourir parce que c'est des personnes qu'on trouve, par exemple, peu productives, peu fonctionnelles dans notre société et que ce serait un moyen, entre guillemets, détourné de s'en débarrasser jusqu'à un certain point. Donc, on pourrait glisser dans ce genre de choses et qu'en même temps, on questionne aussi la capacité réelle que les personnes peuvent avoir, en fait, à consentir à ce genre d'acte. Donc, on va beaucoup faire, en fait, au minimum, soulever la question à savoir est-ce qu'une personne qui a un problème de santé mentale grave est vraiment en mesure d'exprimer un consentement libre et éclairé qui est valable et à ce moment-là, de vraiment consentir à ce genre de procédure, auquel cas, puisque c'est irréversible, il y a une très grande gravité attachée à ça. Donc, il y a ces éléments-là aussi qui vont être plus de l'ordre du besoin de protection des personnes et du fait que, il y a cette idée qu'il faut d'abord les protéger peut-être contre elles-mêmes jusqu'à un certain point, mais aussi que dans un contexte où les services de santé mentale sont peu disponibles. Il existe une nécessité de réforme systémique dans les domaines médicaux et sociaux en raison des obstacles à l'accès aux ressources de santé mentale. Madame Bernheim plaide en faveur d'une couverture publique des services de santé mentale pour réduire les inégalités et insiste sur l'importance des services sociaux pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles mentaux. On a vu aussi à plusieurs reprises des personnes se présenter à l'urgence, ne pas pouvoir avoir de service même en se présentant en grande détresse à l'urgence. Donc, c'est difficile même obtenir un rendez-vous avec un médecin dans le contexte actuel, mais c'est peut-être ce qui reste en fait de plus facile, entre guillemets, dans la mesure où des services sociaux, il y en a quasiment plus. Des services, par exemple, de psychologues ne sont pas pris en charge par l'assurance publique.
Donc, déjà qu'il n'y a pas suffisamment de psychologues, mais c'est pas tout le monde qui peut accéder à ces services-là. Dans le cas où ils sont accessibles, c'est souvent un certain nombre de séances très limitées. Donc, on va dire, vous allez pouvoir avoir un rendez-vous téléphonique avec un psychologue suivi de quelques séances. Ça va être, par exemple, maximum 10 séances. Donc, quelqu'un qui a des problèmes d'ampleur même moyenne, 10 séances, c'est pas suffisant. Donc, ça fait en sorte que finalement, ce qui est de plus accessible dans le contexte actuel, ça reste la médication, qui est d'ailleurs pas nécessairement prescrite par un psychiatre. Là, on se rend compte quand même que les médecins généralistes vont prescrire de la médication psychiatrique, donc c'est pas nécessairement le psychiatre qui va faire ça, mais que mis à part l'accès à la médication, il n'y a pas beaucoup de diversité de services. Il va y avoir certains services communautaires qui peuvent être offerts, mais si on pense à de l'accompagnement plus soutenu, des équipes multidisciplinaires par exemple, ça reste rare. Par exemple, un soutien à la maison pour certaines personnes, bon, comme la psychothérapie, comme j'en parlais. Donc, différents types de services sont difficilement accessibles, soit ou pas accessibles du tout pour une certaine partie de la population. Donc, l'accès est vraiment actuellement très difficile et en plus, pas nécessairement correspondant aux besoins des personnes. C'est-à-dire que déjà que vous avez accès à peu de choses, vous allez prendre ce qu'on vous offre. Mais ce n'est pas nécessairement ce que vous auriez voulu. Donc, puis là, encore une fois, c'est qu'on écoute peu et on consulte peu les gens sur ce qu'ils souhaiteraient obtenir. C'est vrai en matière de santé en général, que je pense que la population est peu sollicitée à savoir quel genre de service vous souhaitez avoir, quel genre de service vous souhaitez prioriser. Mais en santé mentale particulièrement, parce qu'on considère bien souvent que les personnes elles-mêmes nient leur état, ne comprennent pas leur état ou ne l'acceptent pas, c'est certain qu'on ne va pas nécessairement tenir compte du point de vue qu'elles peuvent avoir ou de leurs souhaits, on va dire, en termes de services. Donc, même le fait d'entendre les personnes juste exprimer ce qu'elles souhaitent, c'est très rare, en fait. Comme dans le contexte actuel, on se pose quand même la question de l'influence, justement, de l'absence de service sur la détresse que peuvent vivre certaines personnes, par exemple. C'est certain qu'on peut s'imaginer qu'il faudrait au minimum rendre une diversité beaucoup plus grande de services réellement accessibles pour que les gens puissent justement ne pas se rendre au bout d'une situation qui est insupportable sans avoir accès à aucun service, sans être en mesure de répondre à leurs besoins d'une manière ou d'une autre, sans avoir personne pour les soutenir, etc. Puis éventuellement, de dire, après avoir tenté tout ce qui est possible, éventuellement, l'aide médicale à mourir pourrait être rendue disponible peut-être.